Bonjour et re-bienvenue, ou bienvenue si vous êtes nouveau. Donc, on continue avec une saison avec les loups de Catherine Misonnier. On est sur le chapitre 4. Oui. Donc, faites vos surfs confortables, prenez tout ce que vous voulez, de l'eau à boire, quelque chose à manger, qu'est-ce que vous voulez. Si vous faites quelque chose en même temps, bonne chance. Et on continue avec chapitre 4. Ah, et il y a une petite illustration ici, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Chapitre 4. Un parfum de café et le chantonnement de la cafetière italienne, celle qu'on retourne quand ça boum, réveille Clément. Il fait froid dans la cabane, mais dehors le soleil vient d'apparaître au-dessus des cimes. Les brebis commencent à beuler pour qu'on les conduise vers les prés où elles pourront brouer et satiété. Barnabé vide un sac de croquettes dans les écules des chiens qui se ruent dessus, rappelant d'un coup à Clément que la louve n'a même pas à boire. C'est d'elle qu'il doit s'occuper aujourd'hui, sans rien dire à Barnabé. Le loup, le berger, ne le conçoit qu'un bout d'un fusil. « T'as pris ton café ?» lui crie-t-il. « Y a du lait et du beurre dans le garde-manger sous le lovan. » Son bol de café au lait d'une main, sa tartine de l'autre. Clément s'installe sur le banc devant la cabane, face au soleil levant. Dès que les chiens auront mangé, Barnabé reconduira le troupeau un peu plus haut, vers le pâturage de la Barme. Autour de la grange, la clairière est juste assez large pour les garder la nuit. La montagne sent le printemps, la saison qu'Agnès préférait. Chaque année, quand la neige avait disparu, ils partaient ensemble inspecter le vallon, et relever les dégâts de l'hiver, les arbres cassés par les coulées de neige des ravines élargies. La tournée était prévue pour la semaine suivante. Clément serre les dents, mais ses larmes remontent quand même. D'où il est, Barnabé ne veut pas le voir. D'où il est, Barnabé ne peut pas les voir. J'ai un paquet de bêtes à soigner, annonce le berger. Ils m'ont attrapé le piétin à dormir toujours dans la même boue. Comme il ramène le troupeau tous les soirs dans le pré qui entoure de la cabane pour les protéger des attaques, il n'y reste plus un brin d'herbe. Il suffit d'une pluie pour transformer le détroit des bêtes en cloaque. Je descendrai aux provisions après, vers 2 heures pendant qu'elles chemettront. Je te disposerai à la bolène. Ça t'ira ? Quand elles ont broué leur herbe du matin, les brebis repurent humainement le repas au soleil, à moitié assoupi, juste en fin d'après-midi. Les bergers disent quel chum. Je vais partir tout de suite, annonce Clément d'un ton déterminé, comme s'il avait mûri cette décision. Je vais voir la sœur de ma mère avant qu'elle retourne à Lyon. Tu vas t'en aller avec elle ? Barnabé sont soulagés de lui savoir une mère de remplacement. Clément n'avait pas songé à suivre Anouk. Certes, ils s'entendaient bien, mais voudrait-elle s'encombrer de lui ? Elle a déjà 2 enfants, et puis, non. Clément ne peut pas laisser Agnès seule au cimetière. Mais l'idée plaît à Barnabé. Bon prétexte pour partir à pied sans lui. Peut-être. J'y ai pensé cette nuit. Tu vas faire des conneries, hein ? Tu me jures que tu descends ? Juré. Je peux te prendre une bouteille en plastique pour boire en route. Dans une bouteille, l'eau pour la lourde ne se renverserait pas. Derrière la cabane, il y en a plein à brûler, indique le berger. Tant qu'à faire, il peut bien en prendre 2. Barnabé n'en a pas besoin, et quelques vieilles assiettes à plastique et branchées pour laisser des réserves à la louve. Merci Barnabé. Ta dope était super. Traîne pas en route, gamin, si tu veux arriver avant midi. C'est une bonne idée de partir avec ta tante. Le vieux berger n'est pas mécontent de voir Jean-François privé d'un beau-fils des 10 ans qui pourrait bientôt le seconder. La malchance ne doit pas toujours tomber sur les mêmes.
Clément récupère sa canne de noisetier, glisse les assiettes en plastique sous son anorak, remplit ses bouteilles au jerrycan et s'en va d'un bon pas. Cette fois, il ne faut pas qu'il rate le grand rocher brun. Est-ce que la louve a survécu à sa blessure? Elle se traînait, avait dit Agnès. Elle avait perdu du sang. Si elle n'avait pas dû retrouver jusqu'au torrent, dans quel état était-elle? Et les petits? Agnès se réveillait sur eux. Elle serait parvenue à apporter l'eau près de la tanière. C'est à Clément de prendre le relais. Il marche plus lentement maintenant, scrutant le bas-côté à la recherche du point de repère. Il ne faut pas qu'il reste trop longtemps sur le chemin. Barnabé prit des remords de l'avoir laissé partir seul, pour sauter dans le 4L pour s'assurer qu'il est bien en route vers le village. Mieux vaut grimper tôt de suite et avancer le flanc de montagne. Ce serait plus dur et plus lent, mais moins risqué. Quand il est assez enfoncé dans la forêt, qu'on ne le voit plus, Clément essaie de progresser un peu près parallèlement à la piste. Il déboule dans les ravines, remonte péniblement ses 2 bouteilles pleines au bout des bras. Il tente de se rassurer. Si je garde le soleil sur ma gauche, je suis dans la bonne direction. Mais cette fichue montagne est abruptée et masse parfois le soleil. Voilà 1 heure qu'il marche. Il ne sait plus où il est. S'il redescend, il rejoindra forcément la route. Donc il n'est pas perdu. Donc il doit continuer. À un moment ou à un autre, il devrait apercevoir le rocher, au-dessus du bouquet de mélésées. Il ralentit l'allure, essayant de copier les pas réguliers d'Agnès, cueillant les indices des passages d'animaux. Mais il n'a pas l'expérience de sa mère. Il ne voit que des cailloux, de la mousse et de temps en temps, quand le sous-bois s'éclaircit, un buisson de bois gentil en fleurs et des herbes folles. À part les fourmis et les oiseaux, les animaux se cachent bien. Il n'est pas encore 9 heures. Il y a une journée entière devant lui pour réussir. Il doit y arriver. Un nouvel effort le hisse sur une butte. De là, il verra peut-être quelque chose. Le sommet est lisse et dégagé. Il repose un grand rocher brun certainement visible du chemin. Clément s'assoit pour savourer son succès. En temps normal, c'est-à-dire avant, quand il était avec Agnès, il se serait accordé une pause casse-croûte. Un coup d'eau, un bout de fromage, 2 abricots. Pas question de toucher à l'eau aujourd'hui, et n'est pas pour lui. D'où il est, il ne lui faut pas longtemps pour repérer la trouée entre les sapins. L'ancienne place du grand être. La louve est là. Clément en a le cœur qui cogne, comme pour un rendez-vous amoureux. Il n'a pas peur, du moins il se répète qu'il n'a pas à avoir peur. Soit elle est gravement blessée, et elle ne bougera pas, soit elle est en forme, et elle a déjà déménagé. Les petits parce qu'ils s'en est trop approché avec Agnès. Donc, il y va, lentement cette fois, un pas après l'autre, en essayant de garder le cap parce qu'une fois sur le couvert des arbres, il ne distingue plus très bien son objectif. Encore 10 mètres, puis 10 autres, et il aperçoit l'entrée de la tanière sous les branches basses. S'il ne le savait pas, il ne verrait rien, mais il reconnaît l'arrondi des racines soulevées qui forment une voûte au-dessus de l'entrée. Clément reste longtemps immobile, l'oreille tendue. Il entend les cris des aigles très haut dans le ciel, c'est tout. La nature est complètement silencieuse. Il fait 3 pas, puis encore 3 aux autres. Cette fois, le trou dans la terre est visible. Il dépose une assiette en plastique sur le sol, bien calée pour qu'elle ne se renverse pas. Il ouvre une bouteille et verse l'eau en faisant glouter le jet. Il veut que la louve, si elle est là, reconnaisse le bruit de l'eau qui coule. Il a eu cette idée en grimpant. C'est peut-être idiot, mais lui, s'il était assoiffé et qu'il entend ce bruit, il irait voir. Quand l'assiette est pleine, il recule aussi loin que possible pour apercevoir encore l'espace devant la tanière. Il se couche à plat ventre et attend. Pendant 1 heure, rien ne se produit. Clément a des crampes. Il bouge légèrement un coude ou un genou pour laisser circuler le sang. Il lui semble percevoir, par moments, des faibles couinements, comme ceux d'un chiot, mais c'est peut-être son imagination. Puis, une ombre apparaît, une tache riche et blanche, un museau, une tête de ce large cou auquel pondent encore quelques mèches duveteuses,
de cette bourre que les loups perdent au printemps. Lentement, encore, à la fureur épaisse, Edru émerge de la terre. La louve voit beaucoup. Elle avance en traînant la patte arrière gauche, comme si, de ce côté, tout son arrière-train ne lui obéissait plus. Elle flaire le sol, recule, revient et, avec effort, parvient jusqu'à l'écuelle, qu'elle lappe jusqu'à la dernière goutte. Elle examine les fours autour d'elle, soupçonneuse, pense Clément, puis, aussi maladroitement qu'elle est sortie, elle rentre sous terre. Clément attend encore un long moment avant de retourner, avec tout autant de précaution jusqu'à laquelle est divisé le reste de la bouteille. Puis il dépose les autres assiettes à côté, les remplit et repart en reculant. La louve a compris. Elle sortait boire le reste qu'il en aura envie. Ses bouteilles en plastique sous le bras, Clément devint la pente. Elle était là, vivante, avec les louveteaux. C'est eux qu'il a entendu, c'est sûr. Et elle a vu. Elle est peut-être sauvée grâce à lui. J'ai réussi, hurle-t-il en se frappant la poitrine avec une bouteille vide. Elle ne mourra pas. La piste est en bas, il ne peut pas la manquer, et de là, il suffira d'une heure et demie pour redescendre à la Bolène. Il y sera avant Barnabé. Comme il le pensait, il retrouve facilement la piste. Cette fois, il va placer un repère à l'endroit où il faut la quitter. Il hisse sur le talus une grosse pierre jaune, de celles qui ont servi à consolider la chaussée. De cet endroit, en levant le nez vers le sud, on distingue nettement le bouquet de mêlées et en dessous, entre les branches des sapins qui le cachent, une nuance de brun, un coin du rocher, il ne pourra pas le manquer. Clément marche aussi vite qu'il peut. Il va leur raconter quoi, en rentrant? Il ne pourra pas leur cacher qu'il est monté jusqu'à la grange de près. Barnabé en parlera. Il ne faut pas qu'il ait l'air d'être arrivé là-haut exprès. Personne ne doit deviner qu'il a une raison particulière de se rendre dans le ballon de Malagratte. Il dira qu'il est allé au cimetière, qu'il s'y est caché et puis il est parti au hasard sur la route, vers la montagne, qu'il a cherché le plus longtemps possible, et qu'à un bout du chemin, il a rencontré Barnabé. Ça suffira. Clément n'a pas entendu passer le 4x4 de Jean-François. Celui-ci n'est pas donc encore remonté. Il a dû demander à Lousteau de le remplacer jusqu'à qu'on l'ait retrouvé. C'était à prévoir, mais Clément aurait préféré ne pas le rencontrer. Le village est maintenant visible, en contrebas de la route, et Clément ralentit. La ferme est là, à l'entrée du village, la maison, la bergerie, Sainte-Agnès. Elle est encore au cimetière, de l'autre côté de la route. Clément les est tous, Jean-François, les habitants de la Bolène. Ils ont séduit sa mère, l'ont attiré de leur piège. Un bel homme un peu rugueux, une belle exploitation à développer la vie dans la nature, et l'on est morte, pour faire plaisir au bel homme, soigner les bêtes de sa belle exploitation. Le feu, il faudrait mettre le feu à tout ça. Mais Clément continue quand même à descendre. Il distingue le trafic des gendarmes dans la cour. C'est pour lui, ce comité d'accueil. Tout le village doit être au courant de sa fugue. On jette sûrement déjà. Si le gamin s'est sauvé, il avait bien des raisons, n'est-ce pas? Jean-François, avec ses airs de combattant solitaire, ne doit pas être drôle tous les jours. Clément sourit. Il va leur fournir de quoi conquasser. Sur le pas de la porte, quelqu'un regarde obstinément la route, puis agite les bras dans sa direction. Mamie Marie, la mère de Jean-François. Il doit avertir les autres, car 10 personnes sortent en même temps de la maison. 3 gendarmes en tête, et il court à sa rencontre. Clément, mon petit, où étais-tu passé? Mamie Marie bouscule les gendarmes pour le serrer contre elle. Clément, raide comme un piquet, se laisse embrasser sans répondre. Il aime bien la vieille dame, mais il n'a aucune envie de la montrer. Ça va? Demande le gendarme. Rien de cassé? Clément hoche simplement la tête et les suit vers la ferme. Jean-François l'attend sur le seuil. Ça va, gamin? Il tend la main pour lui frotter le dessus de la tête, comme il le faisait avant, quand ils partaient ensemble en balade. Clément recule. Jean-François retire sa main.
Anouk, qui l'a entendu, bien sûr, le prend à son tour dans ses bras. Clément, mon bouchon, tu m'as fait une de ces peurs. Elle a la même odeur qu'Agnès, malgré la promesse qu'il s'est faite de rester le plus froid et distant possible. Clément s'effondre sur l'épaule douce d'Anouk, qui le berce un moment contre elle. Où as-tu dormi cette nuit? Dans la cabane de Barnabé, répond tranquillement Clément en s'éclatant. Après? S'exclament ensemble tous ceux du pays. Tu sais pas, je sais pas, là-haut au bout de la route. T'as marché jusque-là? J'ai marché, mais j'ai trouvé Barnabé. Tu as mangé? S'inquiète mamie Marie. Barnabé a fait de la daube et du café ce matin, ça va. Ils sont satisfaits. Il est revenu en bonne santé. Ils boudent, mais c'est normal. Ils ne leur harcèleront pas de questions. Personne ne saura qu'il est monté à la malagrade pour un rendez-vous avec la louve. Et c'était pour le chapitre 4. Donc, je crois que c'est très beau ce que fait Clément de continuer ce que sa mère n'a pas pu terminer avec la louve. Et moi, personnellement, je suis très contente que la louve est venue et a bu. Aussi, je crois que c'est pas très bien ce qu'ils pensent parce que les gens de ce village, ils ne voulaient pas que sa mère meure. Ils voulaient que le plus bien pour lui et sa mère. Mais ça, on va voir ce qui se va passer. Bien, donc, on se revoit peut-être la prochaine fois, si vous êtes là, peut-être, je sais pas. Donc, au revoir. Bye.